Alors nous recherchions simplement un appartement dans Paris, dans le quartier, parce qu'il nous plaisait beaucoup. Et quand on est arrivé pour visiter l'appartement, en fait, on est tombé sur cette grande fresque qui n'était pas en photo, qui nous a surpris. Et quand on a commencé à visiter l'appartement, c'est là où on a appris que c'est un ancien atelier d'artiste, celui d'Yvon Taillandier, qu'on ne connaissait pas et qu'on a appris à connaître parce que ça nous a interpellés, son univers, ses personnages, ses couleurs. Et voilà, petit à petit, on apprend à le connaître et ce qu'on découvre, on apprécie beaucoup. Le Taillandier-Land, c'est un empire dont je suis l'empereur. C'est un royaume dont je suis le roi. Si c'est une démocratie dont je suis le président. Alors Yvon, j'étais sa voisine, rue de la Jean-Bailly, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et je passais régulièrement devant son atelier. Et je passais, on a fait connaissance. J'ai ouvert ma galerie rue de la Grange Batelière, dans le passage Jouffroy, où j'ai commencé à l'exposer d'ailleurs. Je lui ai fait plusieurs expositions à cet endroit. Un jour, on discute comme ça d'enfants, parce qu'on entendait, j'étais dans son atelier, puis on entendait les enfants qui sortaient de l'école. Il me disait c'est un petit peu comme talon aiguille, hein, donc on avait les silhouettes hein, à travers la vitre et les pieds qui couraient. Et il me disait, les enfants, ça me fait peur. Je lui dis, pourquoi ils vont, les enfants, pourquoi ça vous fait peur? Il me dit, ça me fait peur parce que les enfants, ça rêve. Et là, avec cette phrase-là, on comprend tout le monde d'Yvon qui était une sorte de grand enfant dans un monde parallèle. Il a été critique d'art, il a beaucoup écrit sur les artistes, dont Miro, voilà, dont qu'il a connu, il a été assez proche. J'aime l'existence, j'aime la vitalité et je veux peindre la vitalité. Je veux peindre quelque chose qui soit gai et stimulant. Il y a quelqu'un récemment qui a dit si je vois le matin une toile de Taillandier, je suis content pour toute la journée. C'est exactement ce que je veux faire. J'ai opté pour des couleurs simples,
pur et gai. Parce que mes tableaux, si chargés qu'ils semblent parfois, refusent de paraître lourds et se veulent des chants joyeux, voire des hymnes à la joie. Je pense qu'il ne suffit pas pour moi d'être le précurseur de la figuration libre, il faut être, à mon avis, le précurseur de la figuration libératrice. On a souvent dit de moi que je m'inspirais de la bande dessinée. En fait, j'aime bien les bandes dessinées, mais je crois comme tout le monde, et pas plus que les autres. En tous les cas, mon but, c'est de raconter une histoire. C'est presque toujours la même histoire, et au fond, cette histoire, c'est 1, 2, 3, 4. C'est 1 minute plus une autre minute. Je lui avais commandé une table et 2 fauteuils. Voilà. On a une table basse réalisée par Yvon. J'ai rencontré pour la première fois Yvon en 1976 grâce à un ami photographe dont je vous ai confié quelques photos tout à l'heure, Jacques Héripré. Et je suis allé donc le visiter et dans son atelier. Et donc je me souviens que lors de ma première ou deuxième visite, j'avais vu des œuvres qui pour moi n'étaient pas terminées. Et j'étais intéressé par une œuvre sur papier. Et je demande à Yvon pourquoi elle n'est pas finie. Et Yvon me regarde et il me répond, mais et l'infini alors? Je suis un homme âgé maintenant, mais j'ai été longtemps un homme trop jeune. Quand j'ai fait ma première exposition, j'avais 15 ans. Et on disait, oh, cet homme, il est tellement jeune qu'on a peur de dire qu'il a du génie. Mais maintenant, je suis sûr que j'en ai. Il est venu, on était dans l'atelier, d'ailleurs je ne sais pas où exactement, est-ce que c'était à Saint-Christol ou plutôt c'était chez lui, parce que avant il avait, non pas à Avignon, c'est bien avant Avignon, il y avait une grande maison, tout ça, et un jour il me dit alors tu veux faire un dessin? Je dis si tu veux, hein. Il me dit bon mais j'ai pas de papier, par contre il a enlevé sa chemise et son dessous encore, et il me dit voilà, sur moi. Et effectivement, je lui dis tiens, tu rigoles un peu. Elle dit non, mais je veux bien. Alors j'ai commencé avec l'encre de Chine ou des choses comme ça, faire un dessin, comme les tatouages, enfin. Directement sur son corps. Ah, sur son corps, oui, 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 absolument, oui, sur son ventre. Un truc que je grabouillais là, ça c'était dedans, le mien. Et il m'a dit, il a pris, il a commencé à dessiner, voilà. Et puis il l'a signé, mais comme on ne prenait pas ça de sérieux, alors il y avait de l'eau, des trucs comme ça. C'est rigolo, hein. Il est dédicacé à Abraham Haddad, qui était un de ses amis. Il est très illustré, le voyage d'ailleurs d'Irlande. Ce dessin, il me l'a fait pour mes 30 ans, donc il y a très longtemps, c'était en 1975. Pendant des années et des années, je l'avais encadré dans ma cuisine, j'en étais très fière de son dessin. Et une vingtaine d'années plus tard, il m'a dit « Oh, je me souviens de ce dessin que je t'avais fait, il faut que je te le colorie, il faut absolument que je te le colorie. » Parce que, alors, je lui ai rendu ce dessin, et un beau jour, il est venu avec un autre dessin qu'il a amélioré, qui est beaucoup plus grand, c'est-à-dire qu'il a repris le dessin au centre, et puis il a déliré autour, comme c'était son habitude, et c'était en 1989. Donc j'ai récupéré mon dessin en 1989, qui était resté chez lui pendant des années. Il y avait eu une exposition du Salon de Mai à l'ambassade de Cuba. Et je me rappelle être arrivé à l'ambassade de Cuba, on avait l'impression d'arriver à une espèce de... un lieu vaguement carcéral. Le Salon de Mai,
au moment de la révolution cubaine, avait fait complètement enthousiaste tous les artistes du Salon de Mai. Le Salon de Mai, c'était une manifestation très importante dans les années 50-60. Et tous les artistes du Salon de Mai avaient fait le voyage jusqu'à Cuba et avaient réalisé une immense fresque. Et donc une espèce de fresque où tout le monde se mélangeait, une espèce de confusion comme ça, c'était assez grand. On ne peut pas dire qu'on était très à l'aise. Le président du Salon de Mai n'était pas venu. En tout cas, je n'ai pas souvenir qu'il soit là. Antoine Poncet, je ne crois pas l'avoir vu. Mais il avait dû déléguer Yvon Taillandier pour faire un discours. Pour faire une sorte de discours inaugural de la manifestation, qui n'était pas une grande manifestation, enfin chacun avait apporté un petit truc. Et alors c'était un festival d'ambiguïté, son discours. Il était, je pense, improvisé, il avait dû réfléchir quand même, mais il était improvisé, alors c'était d'un brio extraordinaire. Et l'ambiguïté, c'était qu'on ne savait pas si c'était un éloge de la révolution cubaine ou une contestation, une désapprobation de la situation actuelle. Tous les termes et toutes les phrases étaient tournés de telle manière qu'on ne savait jamais exactement finalement ce qu'il pensait. Et au bout du compte, ce qu'il véritablement disait. Mais tout ça semblait aller de soi, être toujours dans cet esprit d'une certaine gaieté qu'il avait. Je suis descendu à Avignon probablement l'année avant la mort de Taillandier, ou peut-être 2 ans avant, pour faire une entrevue qui serait le contenu d'un article. Donc j'ai sonné, et Françoise m'a ouvert la porte, et je ne connaissais pas Yvon Taillandier, je connaissais son œuvre, mais je ne le connaissais pas lui personnellement. Et donc il est venu vers moi et il m'a expliqué qu'il était désolé, mais qu'il avait une extinction de voix. Et alors ça a donné à peu près ceci, il disait « Je suis un artiste qui est devenu un critique et qui est redevenu un artiste, mais autrement. » Et toute l'entrevue, qui a duré 2 heures avant le déjeuner et 1 bonne heure après, était comme ça. Et ensuite, je suis rentré donc chez moi, et donc j'ai dû dérocher cette entrevue pour en faire un texte écrit. Et alors je tendais l'oreille pour essayer de comprendre ce qu'il m'avait dit. Voilà. Et ensuite, Gilles Naudin m'a dit, mais en fait, il dit qu'il a une extinction de voix, mais ça fait 20 ans qu'il parle comme ça. Voilà, c'était ça l'histoire. Rien de plus. En rentrant de Debré, j'allais faire un petit tour rue de la Jean-Bailly, et c'est pas qu'on parlait, moi je l'écoutais. Et c'était les anecdotes sur les plus grands, Picasso par exemple la première fois. Bon. Tout en parlant, il prenait les pinceaux, et voilà, un petit bout de bois, et voilà, en 2 heures, 2 heures et demie, et voilà. Tiens Jean-Claude, c'est pour toi. Et on est immensément touchés. C'est pas fini, mais le problème il n'est pas là. 1, c'est un cadeau, et puis 2, c'est une percée dans son univers, dans son imaginaire, et on est heureux effectivement de partager tout cela avec un monsieur aussi brillant. Effectivement, au niveau de la forme, elle est totalement proche du totem de 11 mètres qui est installé dans le jardin d'hiver à Robert Debré, à l'hôpital Robert Debré. L'idée, c'était pas d'installer une pièce d'Yvon Taillandier à l'hôpital Robert Debré. L'idée, c'était d'y associer les enfants. Yvon a donc reproduit des productions d'enfants réalisées avec Sylvie Koenig, la professeure d'art plastique, qui avait bien évidemment montré aux enfants des reproductions des ouvrages d'Yvon. Ils ont donc dessiné et peint à la manière d'eux. Et bien évidemment, Yvon n'a pas oublié d'indiquer leur prénom. Les enfants, ils sont là, en fait, ils sont présents. Un dessin d'Océane, reproduit par Yvon. Ah oui.
L'EFT pour Françoise Taillandier, bien évidemment. Dans un hiver, c'est chouette par contre. Ici, on a une exposition principalement tournée autour du carton et du papier. Et il utilise aussi plein d'autres choses, des boîtes alimentaires. Il peint surtout le plastique, tout ce qu'il trouve. Et il en est des objets assez étonnants, comme ce trône par exemple. Et avec un grand côté ludique et joyeux toujours, comme un grand enfant. Là, on a une des œuvres principales de l'exposition et ce qui est intéressant de voir, c'est que Yvon Taillandier met des pièces modernes et techniques de son temps dans ses œuvres, donc des avions, des voitures. Donc c'est son œil sur ces avancées technologiques et techniques de l'après-guerre. Donc là, dans cette pièce-ci, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, il a créé tout un monde à lui avec des personnages qu'il appelle les Taillandier-landais. À travers ces textes, en fait, c'est ce qu'il veut que les spectateurs se rapprochent vraiment des œuvres et prennent leur place par rapport à l'œuvre et qu'elles racontent des histoires. On a toujours des petites histoires qui se passent. Par exemple, là, on a une boule qui va devenir au fur et à mesure un personnage. On a un personnage qui conduit, qui en conduit d'autres, mais ils sont toujours reliés les uns aux autres avec ses têtes. Donc c'est vraiment toujours, comme disait Sarah, des choses qui doivent être vues de loin et puis de près en détail pour perdre un petit peu le spectateur toujours dans une petite histoire. Chaque dessin va être une petite histoire. Des bulles de bande dessinée, hein. Ouais. C'est ça, hein, c'est comme si il parlait quoi. Vernissage le jeudi 12 avril. Il y avait un absent. Sont venus ceux qui savaient, ceux qui ignoraient. Il a fallu dire. La soirée s'est passée. J'ai éteint, fermé la porte sur ton silence. J'ai quitté tes personnages sur leurs morceaux de carton d'emballage. Magnifique. J'ai laissé leur visage sourire. Cher Yvon, j'aimais qui tu étais.